Très bien, je vous laisse la parole, Merci, madame. Monsieur Hoffmann, de cette invitation à présenter un travail de recherche qui fait partie d'un ensemble plus large, conduit au CNAM, dans le laboratoire CRF, qui s'intitule Centre de recherche sur la formation, qui porte en gros sur des questions de professionnalisation des acteurs de l'éducation, de la médiation et de la formation. Donc ce qui nous intéresse, bien sûr, c'est d'essayer de comprendre comment font ces acteurs pour favoriser la transmission des savoirs, comment permettent-ils un accès à des savoirs complexes, comment peuvent-ils aménager une aire d'apprentissage, un espace d'apprentissage afin que des publics différents, novices, profanes, experts, curieux, amateurs, puissent se saisir de ces savoirs qui sont à leur disposition dans des espaces. Alors là, vous voyez deux photos. D'abord le musée du Louvre-Lens, puisque nous y avons conduit des recherches en 2017. Et donc là, c'est la galerie du temps que vous apercevez dans cette première diapositive. Et dans cet espace-là, des médiateurs culturels tentent de sensibiliser les publics différents. Cela peut concerner de jeunes enfants, des tout petits, de l'école maternelle, comme des collégiens, des lycéens, mais aussi des publics adultes, très adultes, ou encore des publics dits particuliers, parce que cet espace culturel est ouvert aussi aux prisonniers, et donc on ouvre complètement, si vous voulez, l'accès à la culture, et on fait en sorte, à travers la médiation culturelle, mise en œuvre par ces médiateurs culturels, on ouvre des possibilités de curiosité, d'ouverture sur le monde et sur l'art. Donc l'ABEC Aztec a été une occasion absolument formidable pour notre équipe de recherche d'essayer de comprendre plus finement l'activité d'un médiateur culturel. Comment s'y prend-il pour faire en sorte que ces œuvres, qui paraissent très complexes, qui datent, puisqu'on peut se trouver au niveau des périodes anciennes, on peut aller de l'Égypte ancienne au Moyen-Âge, etc., ou de la période des Cyclades à l'Égypte ancienne. Donc, comment faire pour rendre aisément compréhensibles ces œuvres qui, par nature, peuvent laisser les publics dans une situation de mystère. Donc voilà, est-ce que ces médiateurs culturels ont réussi à percer le mystère ou à faire entrevoir des voies d'accès à ces mystères qui nous viennent du passé? Alors, pourquoi les gestes professionnels? Puisque notre laboratoire s'intéresse à l'agir des médiateurs culturels. Et vous voyez bien que derrière ces gestes professionnels, nous faisons l'hypothèse que cet agir est hautement professionnel, c'est-à-dire qu'il est ingénieux, qu'il est particulièrement repérable parce qu'il est intentionnellement adressé à des publics qui ont une différence, une spécificité, une singularité. Donc, je vais, dans cette recherche, vous présenter les enjeux de ce que l'on appelle la visite accompagnée par un médiateur culturel. Il nous semble que cette visite accompagnée constitue un art de faire au sens où le médiateur culturel doit répondre à plusieurs objectifs. Établir une transaction positive avec le public, effectivement, ce public est quelquefois presque intimidé par ces œuvres. Donc, comment faire pour lui rendre ses œuvres accessibles? Et comment faire aussi, à travers la présentation de ces œuvres, de montrer que ces œuvres sont constitutives d'un ensemble de savoirs, synthétisent un ensemble de savoirs et de dimensions qui ne sont pas apparentes à première vue. Il a aussi, ce médiateur culturel ou cette médiatrice culturelle, à mettre à disposition des outils pour comprendre ces œuvres, et donc il va utiliser à la fois des références, mais aussi des outils numériques pour permettre de visualiser, de saisir des angles de lecture de l'œuvre proposée. En fait, il essaye de susciter pour chacun de ces publics l'envie de revenir dans cet espace et peut-être de se substituer eux-mêmes aux médiateurs culturels et de devenir eux-mêmes des passeurs de culture. Donc les enjeux de la visite accompagnée sont très importants. Il s'agit de présenter des œuvres à travers un processus de transaction et qui se déroule de façon, je dirais, visible avec des actes de langage
où le médiateur va montrer une œuvre, la nommer, raconter sa genèse, raconter l'espace et l'histoire, la période dans laquelle elle a pu être créée. Et donc tout ce travail langagier-là constitue bel et bien une professionnalité du médiateur culturel. Ce travail-là a déjà été complètement analysé, étudié par des chercheurs, donc nous n'avons pas repris ce travail, on a essayé de voir autrement. Donc ce qui nous intéresse, c'est de dire qu'au-delà de l'activité langagière, il y a probablement une communication multimodale faisant valoir des gestes verbaux et non verbaux dans l'activité de médiation. Donc cette communication multimodale vise à établir un lien avec ce public, à permettre des interactions multiples avec le public. Et donc on va essayer de regarder quel est le pouvoir d'agir de cette médiatrice qui a été filmée. Elle a présenté sur une une séquence de 1h30, une dizaine d'œuvres dans cette galerie du temps, et nous l'avons suivie en la filmant. Donc quel est son pouvoir d'agir en tant que médiatrice? Comment va-t-elle accaparer l'attention, susciter la curiosité de son public? Quelle est la nature de son engagement dans cette série de séquences qu'elle va orchestrer tout au long du parcours dans la galerie du temps? Enfin, quels sont les gestes précis qu'elle mobilise pour enraciner finalement des savoirs, pour mettre au point l'idée que derrière chacune de ces œuvres se jouent des questions savantes, des questions intellectuelles, des questions culturelles, des questions sociales et des questions politiques. Donc, il s'agit effectivement d'aménager la rencontre avec une œuvre. Et nous savons aujourd'hui, deuxième gros travail de recherche fait par des ergonomes, donc je cite le travail d'une chercheuse qui s'appelle Battionneau-Toilon, qui a montré qu'avec des très jeunes publics, l'activité d'un médiateur se déroule en deux grandes phases. D'abord, il s'agit de travailler au niveau sensitif pour faire en sorte que le visiteur s'approche de l'œuvre, accroche l'œuvre, se saisisse de l'œuvre, entre dans l'œuvre, s'enfonce dans l'œuvre. Et puis, cette approche où la perception, les émotions est possible, devient à un moment donné une approche analytique. Et là, il va s'agir de décrire plus précisément, de mettre en place des grilles de lecture qui visent à prendre de la distance par rapport aux conditions de création de l'œuvre, à l'histoire de cette œuvre, à la signification de cette œuvre. Donc on voit bien que pour les ergonomes, une activité de médiation culturelle, savoir présenter une œuvre, c'est finalement accepter d'entrer par la perception et les émotions avant de construire une approche plus distanciée, plus rationnelle, plus construite, plus intellectuelle de cette œuvre, de sorte que le spectateur, le public, l'élève, l'adulte, puisse comprendre finement son élan premier et ce qu'il peut gagner à prendre d'un point de vue réflexif dans un second temps. Nous avons intégré ces travaux, bien sûr, dans notre façon de comprendre l'activité du médiateur. Mais ce qui nous intéresse, c'est plus précisément de saisir la corporéité de l'activité de la médiatrice qui est sous vos yeux. Que fait-elle? Elle pointe, elle fait un geste très particulier qui est un geste où elle va égrener les éléments constitutifs très importants de l'œuvre à garder en mémoire. Et donc, on voit ici qu'elle est dans une stature très verticale, qu'elle regarde son public, que son visage est concentré et que le geste qu'elle produit est un geste instituant l'énoncé qu'elle est en train d'adresser à son public. Mais on voit aussi une posture dialogique, c'est aussi une médiatrice qui est en mesure d'écouter les ressentis de son public, les remarques de son public, le silence de son public. Donc on voit bien que notre approche ici est à la fois, je dirais, triple. On a une perspective phénoménologique, puisque pour nous, il est évident que le corps,
selon Merleau-Ponty, est une expression primordiale qui permet de saisir et de comprendre le monde. Et donc la corporéité est un médium, favorise une médiation pour comprendre le monde environnant. Une deuxième approche serait de dire nous avons également une perspective ethnologique. Nous ne pouvons pas ne pas faire référence aux travaux de Marcel Mauss sur les techniques du corps, puisque le corps est un instrument. Et donc, en tant que tel, cet instrument-là, nous souhaitons le comprendre de l'intérieur. Donc, on voit bien qu'il y a à la fois l'idée que cette corporéité va être un lieu d'observation, un lieu d'analyse, et cette corporéité, pour nous, est étudiable à travers des gestes professionnels. Donc, un geste, je n'ai pas le temps de vous donner d'énormes arguments autour de ce geste, mais pour nous, c'est un mouvement du corps qui est adressé vers autrui, qui est porteur d'un message, qui valorise un rapport au monde. On a des gestes professionnels qui sont extrêmement incitatifs et d'autres, au contraire, très retenus, et puis qui instituent une référence culturelle, savante, scientifique. Donc nous avons essayé de regarder quel geste un médiateur pouvait mobiliser dans son activité de médiation, en partant d'un travail préalable que j'ai conduit il y a 10 ans sur les gestes de l'enseignant. Et donc l'hypothèse, c'était de dire, partons de cette base de recherche pour aller voir ce qui est mobilisé par les médiateurs culturels. Nous avons observé, je n'ai pas le temps de vous présenter toute cette méthodologie-là, mais sachez quand même qu'il y a un entretien qui a été mené avant la série de séquences filmées, puis nous avons mené des autoconfrontations avec la médiatrice sur certaines de ces séquences, et ensuite nous avons constitué à la fois les verbatims et analysé très finement les vidéos pour dégager des gestes récurrents, dont on peut dire pour nous qu'ils apparaissent comme étant extrêmement importants dans la situation de médiation. Nous en avons repéré 5 aujourd'hui et nous essayons de les mettre à l'épreuve d'autres terrains d'observation. En tout cas, ce qui est très important, c'est que ce geste d'enrôlement qui vise à faire venir le public auprès d'une œuvre, parce qu'il y a une constante dans l'activité du public et dans la position du public, il est toujours éloigné de l'œuvre. Il est toujours intimidé par l'œuvre. Et donc, le médiateur culturel, la médiatrice, va tenter de faire venir, d'approcher le public vers cette œuvre pour qu'il puisse se saisir de tous les détails de l'œuvre. Et donc, on peut la voir demander à son public d'approcher d'un tableau du Moyen-Âge afin qu'il saisisse tous les détails du pinceau et de la composition du tableau. Ce geste d'enrôlement, on le retrouve à l'école, on le retrouve à l'université. On le retrouve au collège. Ce geste d'enrôlement vise à limiter le pouvoir d'action de l'autre et à faire en sorte qu'il puisse être là, dans l'emprise du tableau, dans l'emprise de l'analyse du tableau ou de la sculpture quand il s'agit d'une sculpture. Un second geste extrêmement important consiste en la désignation d'une partie de l'œuvre, d'un détail de l'œuvre. Et donc, on se rend bien compte que là, on retrouve des scènes que l'on voit également dans le monde de l'éducation et de la formation. Bon. Ce geste de désignation pointe, désigne, est appuyé par un langage très précis et donc par une nomination, par des aspects extrêmement techniques au niveau de la présentation de l'œuvre. Et il y a là, si vous voulez, une concordance entre la posture, le geste et la parole. Un troisième geste, un geste de représentation devant un tableau du Moyen-Âge. Cette médiatrice essaie de représenter les chapeaux donc des dignitaires qui figurent sur le tableau et donc veut tellement insister sur l'importance symbolique de ces vêtements qu'elle simule, fait figurer leur forme. On retrouve ça aussi dans d'autres contextes, ceux de l'éducation et de la formation. Le geste d'institutionnalisation, c'est un geste majeur. Pourquoi ? Parce qu'avec la pomme, cette personne vient appuyer un propos qu'elle est en train d'annoncer. Le geste
institutionnalisation est un geste qui informe de 2 points. De l'importance de l'énoncé, de l'importance du savoir qui est annoncé, et deuxièmement, de sa validation par le musée, par sa parole, elle, expert en la matière. On retrouve ces gestes-là également dans des situations d'éducation et de formation. Elle est aussi très souvent en train de faire des gestes verticaux qui montrent à quel point le tranchant de son geste insiste sur l'importance d'une idée, l'importance d'un argument. Un dernier geste explicatif, il y en a plein en fait, des gestes explicatifs. Mais là, vous voyez, le geste est inverse, il est complètement ouvert et elle va, à un moment donné, expliquer ce qui se passe, dérouler la séquence qu'elle est en train de présenter à son public. Ces gestes-là, nous essayons de les mettre à l'épreuve d'autres contextes. Et donc, nous travaillons au Musée des Arts et Métiers sur la présentation d'œuvres techniques, de machines, d'outillage, mais aussi dans des grands espaces, le Musée de l'air et de l'espace. Et nous essayons de voir si, dans ces différents espaces apprenants, œuvres d'art, œuvres scientifiques, œuvres techniques, la mise en évidence, la valorisation de ces œuvres suppose une activité professionnelle de même nature et convoque des gestes qui ont un air de famille, qui se ressemblent. Nous ne dirons jamais que ces gestes-là sont exactement les mêmes, mais nous voyons des airs de famille et nous essayons de montrer que dans chaque situation, si le médiateur ou la médiatrice intervient de cette manière, c'est qu'il a fait d'emblée une analyse de son public, une analyse des conditions de la médiation culturelle, ce qui nous amène maintenant à vous dire quelle est notre conception des arts de faire. Un geste professionnel est un art de faire quand il, bien sûr, recèle une technicité. On pourrait dire que les gestes que nous avons repérés peuvent être des gestes qui peuvent être des gestes de métier et qui relèvent d'une certaine dimension technique. Mais ils ne sont pas suffisants en tant que tels. Il y a toute l'analyse du contexte, toute la capacité à percevoir les offres de signification du public, des apprenants, des écoutants, et donc d'interagir avec ces publics pour pouvoir apporter des éléments de savoir et mettre à jour ou mettre au jour des nouvelles grilles de lecture avec ces publics apprenants. Tout cela nous amène à dire que ça fait 4 ans que nous travaillons cette question, que nous en avons fait un livre grâce au LabEx Astex. Et je remercie d'ailleurs cette possibilité d'être soutenu par le LabEx Astex et que nous essayons maintenant de nous poser la question non pas simplement des gestes de transmission des savoirs ou de présentation des savoirs, mais essayer de voir s'il n'y a pas, dans des contextes apprenants très larges, les musées, les espaces de coworking, les salles de formation, dans ces contextes-là, une mise en évidence de gestes professionnels nouveaux que nous ignorons peut-être aujourd'hui. Parce que ce qui caractérise un geste, c'est qu'il est très rapide, qu'il peut être même invisible pour ceux qui le produisent, il peut être reçu favorablement par quelqu'un ou défavorablement par quelqu'un. Mais la mémoire des gestes est encore un vrai travail de la recherche scientifique. Donc, nous pourrions imaginer qu'un répertoire des gestes professionnels pourrait exister, et je pense qu'il y a un ensemble de gestes des métiers de la formation, de l'éducation, de la médiation culturelle, qui demandent à être beaucoup plus visibles, non pas pour laisser uniquement une trace, une mémoire, mais pour permettre la formation des acteurs et pour permettre la formation d'un public le plus large possible qui a, bien sûr, vocation à transmettre des savoirs. Voilà.